Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Alors, avant que d'entrer directement dans le vif du sujet, peut-être qu'il serait important de prendre votre point de vue sur l'actualité africaine. Vous l'évoquiez en off. Ces coups d'État qui ont pignon sur rue depuis un certain temps sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Quelle lecture en faites-vous? Alors, il y a deux types de coups d'État. Il y a des coups d'État pour perpétuer le néocolonialisme. Lorsque un chef d'État commence à avoir des écarts de comportement selon l'ex-colonisateur, eh bien on le dégrade pour mettre celui qui sera plus docile. C'est la première catégorie, elle est nocive pour nos États. Il y a une nouvelle génération de coups d'État qui veulent maintenant travailler pour les peuples africains, après avoir observé que leurs prédécesseurs ont travaillé pour le colon dans le cadre du néocolonialisme. Maintenant, cette nouvelle catégorie de coups d'État me semble très opportune, très indispensable pour l'Afrique. Et je suis tout à fait favorable. Parce que là, au moins, les peuples se reconnaissent. La jeunesse que vous constituez aujourd'hui se reconnaît. Parce que vous savez que les populations autour des indépendances ont une idée et un comportement, si vous voulez, des néocolons. Un comportement des personnes qui ont subi et qui ont toujours cette peur horrible du colon par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, votre génération, par exemple, n'a pas connu ça et arrive avec de nouvelles idées dans un environnement nouveau. Et ils ne comprennent pas pourquoi l'Africain continue à être méprisé, l'Africain continue à être traité comme un sous-homme, entre guillemets. Et ils disent non. Et nous autres, nous sommes très favorables à cette tendance qui voudrait que désormais l'Africain ait son mot à dire dans le monde où qu'il se trouve, partout où il se trouve. Et c'est pour ça qu'il faut trouver de nouvelles juxtapositions qui peut permettre aussi aux Africains d'avoir des instruments de chantage. Parce que dans la géostratégie, lorsque vous avez un instrument de chantage, on réfléchit par deux fois avant de vous attaquer. Regardez par exemple la Russie. Ce que fait la Russie en Ukraine est tout à fait normal. Mais des gens vont vous dire c'est des embêtements. Pourtant, on a envahi la Libye, on n'a pas vu le même discours. Or, si la Russie était un petit pays, malheureusement pour eux, la Russie n'est pas un petit pays. La Russie, c'est un grand pays qui a un instrument de chantage. D'abord, le gaz, le pétrole, d'une part, et d'autre part, Satan d'eux. C'est ça que l'Africain doit avoir. Et l'Africain aujourd'hui a des instruments, ses matières premières, son agriculture. Nous devons axer nos efforts là-dessus pour que cette nouvelle tendance d'État pour les peuples soit quelque chose d'effectif dans notre continent. Alors, d'après vous, on devrait voir à travers ces coups d'État, notamment du côté de l'Afrique de l'Ouest, comme le réveil de l'Afrique. Le réveil de la jeunesse africaine, incontestablement. Et je crois que ce réveil est indispensable aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, nous sommes restés amorphes. Nous avons donné l'impression au monde entier que nous ne sommes capables de rien. Regardez par exemple, tout un peuple, 14 pays assujettis sous le CFA, incapables de bouger. Et le CFA qui les amène vers le FMI, vers les politiques d'ajustement structurel. On en parlera si vous le souhaitez. Mais dans ces conditions, vous ne pouvez pas voir que quelqu'un vous amène dans un trou et vous regardez cette personne. Ben vous vous révoltez, vous lui dites, monsieur, dans ce trou, lorsque je vois le trou, vous avez un parachute, moi je n'en ai pas. Je vais me fracasser au fond. Je ne vous suis plus. Je vais contourner le trou et j'arriverai de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, de pays africains, notamment l'Afrique centrale, doit-elle s'inspirer de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il est possible de subir ce même vent en Afrique centrale dans les années, voire mois à venir? Je voudrais qu'il y ait une transformation, c'est-à-dire une prise de conscience. On n'est pas toujours obligé de passer par les coups d'État. Mais on y arrive parce que justement, ceux qui sont là ne comprennent pas qu'il faut changer. Mais lorsqu'on est capable de changer
changer d'habit, comme on dit souvent, retourner sa veste, pour dire basta, je vous ai servi, mon peuple a besoin que je leur serve, mon peuple a besoin de bénéficier de moi et d'être servi aussi. Maintenant, je vais servir mon peuple, que ça vous plaise ou non. Je crois qu'on peut arriver à cette phase en Afrique centrale. Voilà. Alors, quelle idée faites-vous de la longévité au pouvoir? Alors, je vais vous dire une chose. Je suis contre la démocratie. Lorsqu'elle ne sert à rien. Si la démocratie consiste à faire des élections et à mettre des gens au pouvoir, sans qu'on voit à quoi ça sert, cette démocratie-là, je ne peux pas. Elle est restée longtemps au pouvoir et ces peuples ne se plaignaient pas du tout. Jusqu'au moment où l'Occident se rend compte que le modèle Kadhafi a réussi. Et si les États africains suivent ce modèle, nous, on est... un modèle, comment définissez-vous ce modèle? Réel ou alors... Alors, la dictature, ça dépend de celui qui en parle. Moi, je préfère un dictateur qui me permet de quitter Deido à 3 h du matin et de rentrer chez moi à pied, sans être agressé. Cette dictature-là me conviendrait. Et je préfère une dictature dans laquelle, lorsque j'ai faim, que j'ai de quoi manger, que les revenus dont je dispose permettent de soigner mes enfants lorsqu'ils sont malades. Et là, vous parlez de Kadhafi. Je parle de Kadhafi comme je parle de tous les autres qui voudraient opposer la dictature à la démocratie. Or, si j'ai une démocratie qui ne me fournit pas tout ça, pour moi, je n'en ai pas besoin. Donc, si la dictature me permet de vivre décemment, d'avoir les retours des impôts que je paye, alors je préfère la dictature. Est-ce que vous comprenez? Mais je serai contre une démocratie où on me dit, voilà, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et je ne vois pas comment le peuple intervient. Qu'est-ce qui revient au peuple? Cette démocratie, je n'en veux pas. Quelqu'un peut rester 1000 ans au pouvoir, mais s'il donne à la population ce dont la population a besoin. Mais la Chine, la démocratie en Chine, au centre de l'Occident, dans notre Afrique traditionnelle et médiévale, est-ce qu'il y avait la démocratie au centre de l'Occident? Dans les grandes chefferies que nous connaissons, tant que le chef travaille pour tout le monde, protège sa société face à l'ennemi, tant que le chef règle les problèmes de la société avec équité, tant que le chef redistribue les biens de la communauté avec équité, eh bien, c'est de la démocratie. C'est les autres qui appellent ça la dictature. C'est de la démocratie. Rentrons dans le cadre familial. Est-ce qu'on change de chef de famille? On ne change pas de chef de famille. Mais ça peut être de chef de famille lorsque le chef de famille ne donne plus à manger à ses enfants. Lorsque le chef de famille ne soigne plus ses enfants. Lorsque le chef de famille n'envoie plus ses enfants à l'école. On dit qu'en ce moment-là, il n'est plus chef de famille. On le destitue de cette qualité qu'il a de droit. C'est la même chose. On peut ramener ça au niveau de l'État. C'est la démocratie. D'accord. Merci pour ce premier jet. Il fallait bien cette mise en place pour permettre à notre invité de s'installer confortablement. Alors, professeur,